Assalamu alaikum, avec vous Madame Dirka Urkia. Dans cette vidéo, je vais toujours terminer sur les algorithmes du machine learning et spécifiquement le machine learning ou bien l'apprentissage automatique supervisé. Donc dans cette série de vidéos, je vais lancer les explications avec des exercices et des implémentations sous Python pour l'algorithme SVM, pour le cas de la classification. Bien. Donc, on va se mettre dans le contexte. Donc, on veut faire de l'apprentissage automatique supervisé. Très bien. Donc, on voudrait faire du machine learning et spécifiquement l'apprentissage automatique supervisé. Donc, on sait que pour l'apprentissage automatique supervisé, il y a plusieurs situations, entre autres la classification. Donc, dans notre cas ici, on s'intéresse au cas de la classification. Donc, parmi les algorithmes de classification les plus populaires et les plus utilisés, il y a l'algorithme SVM. Parce qu'on sait que pour le problème de classification, il y a plusieurs algorithmes dans le cas de l'apprentissage supervisé. Entre autres, la SVM qui est très, très utilisée et qui est, c'est-à-dire d'actualité. Donc, on va connaître cette méthode, on va décortiquer son aspect mathématique et on va l'implémenter sous Python. Bien. Donc, avant d'entamer, donc on est toujours dans le contexte, on se met toujours dans le contexte, toujours bien. Il faut que l'étudiant ou bien le chercheur sait il a affaire à quoi, qu'est-ce qu'il veut faire, quelle est sa problématique et c'est-à-dire quel est son domaine de recherche et pour qu'il puisse choisir ou bien c'est-à-dire décider quel type ou bien quel panorama d'algorithme c'est-à-dire est dédié à son domaine de recherche. Donc toujours notre contexte c'est le machine learning, ok? Donc on est dans le machine learning et spécifiquement l'apprentissage automatique supervisé. Donc on va utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique supervisé. Il y a plusieurs algorithmes. Donc le processus à suivre est le suivant. Donc pour faire de l'apprentissage automatique supervisé, on doit suivre ce processus, ces étapes-là. Premièrement, on doit avoir des données d'entrée. Donc les données d'entrée en général, ils vont être divisées en deux types de données. Il y a ou bien deux jeux de données. On dit données d'entrée ou bien jeux de données d'entrée. Donc les données d'entrée vont être divisées en deux types de jeux de données. Il y a les données d'entraînement et il y a les données de test. Qui sont, c'est-à-dire les deux types de données sont dans une structure qu'on appelle dataset. D'accord, qui est prédéfinie dans le langage Python. Donc en général, les données d'entraînement, ce sont des données qui vont permettre au modèle de se créer. Il va s'entraîner pour trouver ses meilleurs hyperparamètres pour se créer. Okay? Donc en général, pour les données d'entraînement, on connaît les futures, qui sont les X, c'est-à-dire qui sont les variables explicatives, et aussi on connaît la cible ou bien la target, qui est la variable Y. D'accord? Bien l'observation. Maintenant, pour les données de test, on va essayer de prendre une partie des données d'entrée et on va les considérer comme des données de test. On va tester notre modèle créé. Donc, logiquement, on connaît les futures, c'est-à-dire on a les variables explicatives, mais on ne connaît pas la réponse, on n'a pas la cible, on ne connaît pas la target. Donc, on va lancer notre modèle avec ces données de test pour obtenir la target ou bien la solution. Et c'est-à-dire cette stratégie de diviser les données d'entrée en des données d'entraînement et des données de test. Donc les données d'entraînement, ils vont permettre de créer le bon modèle à utiliser pour l'apprentissage par la suite. Et les données de test, c'est pour pouvoir tester ou bien évaluer notre modèle créé. Ok? Bien. Bien sûr, le modèle qu'on va créer grâce aux données d'entraînement, c'est un modèle qui va être utilisé par la suite pour pouvoir décider sur un nouveau cas. Okay, on a un nouveau cas, une nouvelle situation, ou bien de nouvelles futures, et on voudrait savoir quelles sont les targets, ou bien quelle est l'observation, ou bien la décision. Ok, très bien. Donc, une fois qu'on a ces données d'entrée, donc automatiquement, on va importer le dataset d'entraînement et de test. Donc, on va importer le dataset qui va contenir les données c'est-à-dire les jeux de données d'entraînement et de test. Donc, on doit utiliser la structure dataset. Une fois le dataset chargé, c'est-à-dire importé et chargé,
on va créer un modèle d'apprentissage. Bien sûr, pour créer un modèle d'apprentissage, il y a plusieurs algorithmes, entre autres la SVM. Donc, on va créer ce modèle d'apprentissage et bien sûr, chaque modèle d'apprentissage comporte des hyperparamètres qui sont très importants dans la performance, bien qui jugent de la performance du modèle. Donc, automatiquement, le fait de créer le modèle, on va créer ou bien on va donner les hyperparamètres les plus adaptés à un bon modèle. Bien, une fois qu'on a notre modèle, on va utiliser ce modèle-là et le tester bien sûr avec le dataset test ou bien avec les jeux de données test. D'accord? Donc ici, au niveau de la création du modèle d'apprentissage, on a utilisé le jeu de données d'entraînement pour pouvoir créer ce modèle. Une fois le modèle créé, avec ses hyperparamètres, on va utiliser le jeu de données test pour pouvoir juger ou bien évaluer la performance de notre modèle créé. Bien, une fois qu'on a testé ce modèle, grâce à ce test-là, on peut évaluer le modèle en utilisant des métriques, bien sûr, c'est-à-dire probastat, des métriques qui sont, c'est-à-dire déduites ou là, qui sont utilisées du domaine de la probabilité statistique. Ok? Donc, une fois le modèle créé et testé, on va l'évaluer pour pouvoir juger de sa performance et être garant, bien être tranquille lorsqu'on va l'utiliser pour juger d'un autre cas ou bien pour donner la décision sur une nouvelle situation. D'accord? Par exemple, on a un dataset qui contient tous les cas des malades du Covid. Donc, on sait qu'un malade de Covid, il a plusieurs symptômes avec différentes. Donc, on a un dataset qui contient tous les symptômes des malades, tous les symptômes, et selon le degré ou bien c'est-à-dire le taux numérique de chaque caractéristique, on dit que ce malade, il est atteint du Covid ou non. OK? Donc, on va créer, c'est-à-dire avec le dataset des malades de Covid, donc on va créer un modèle ce qui va nous aider c'est-à-dire dans notre décision. Donc, c'est un système data décision. Je peux dire que c'est un système data décision. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un nouveau cas, un nouveau patient qui présente des caractéristiques, on va apprendre, le modèle va apprendre sur ces caractéristiques, il va nous dire si il est atteint ou non du modèle. Il est atteint ou non du Covid. Mais c'est bien, parce que le fait qu'il va nous donner cette décision, mais j'insiste toujours à dire que c'est un système d'aide à la décision. C'est un logiciel qui va nous donner une décision sur est-ce que le malade il atteint du Covid ou non. Mais il reste toujours un système d'aide à la décision parce qu'il utilise un algorithme approché. C'est vrai qu'il a appris à partir d'un dataset très volumineux. Donc il a appris d'une expérience, c'est-à-dire de l'expérience, c'est-à-dire de la grande expérience ancienne, mais ça reste toujours une décision approchée. C'est une aide à décision pour le décideur, qui est le décideur, c'est toujours l'être humain. Donc, quelle que soit la force de la machine et les outils de la machine, les applications développées en machine learning ou autres, ça reste toujours des systèmes d'aide à la décision. Ils aident le décideur à prendre ses décisions. Qui est le décideur numéro un? Il est et il restera toujours l'être humain. L'être humain est le premier décideur sur ces problèmes. Bien. Donc, ça c'est pour vous dire qu'une fois que le modèle est testé, on va l'évaluer avec des métriques qui sont basées sur des probabilités et des statistiques. Et bien sûr, ce sont des métriques qui sont prédéfinies dans le langage Python. On va c'est-à-dire les intégrer et ressortir les valeurs et puis juger. Et bien sûr, ici, je vous donne une remarque. Pour pouvoir utiliser ces métriques en Python, il faut que l'étudiant sache qu'est-ce qu'elle fait cette métrique. C'est-à-dire qu'il faut quand même un certain degré de compréhension de l'aspect probastat de cette métrique pour savoir, c'est-à-dire évaluer notre modèle. Donc, une fois le modèle évalué et on juge que sa performance elle est bien, donc on va utiliser le modèle pour prédire un nouveau cas. Donc, juger sur un nouveau cas, une nouvelle observation, c'est-à-dire de nouvelles variables explicatives, de nouvelles futures pour donner un nouveau target. Donc, utiliser le modèle pour prédire un nouveau cas ou bien un échantillon de cas. On connaît les futures et on ne connaît pas la target, c'est-à-dire la cible. Donc, c'est en utilisant le modèle, il va apprendre pour nous donner la target, c'est-à-dire la décision.
Donc, une fois, donc dans le cas, puisque notre cas c'est une classification, donc le résultat on va classifier le nouveau cas selon le type de classe qui sont dans le dataset. En général, on peut avoir une seule classe, deux classes, plusieurs classes, ou bien multiclasses. Mais dans notre cas, on va utiliser le cas de classe binaire. On a le cas de la classification binaire. On va considérer deux classes pour pouvoir bien sûr implémenter et comprendre mieux les algorithmes. Mais ça reste toujours valable pour le cas de multiclasse. Bien, et monoclasse aussi. Bien. Ça, c'est le processus général d'un apprentissage automatique supervisé. Et spécifiquement pour la classification. Ça, c'est pour se mettre dans le contexte. Donc, maintenant, l'algorithme qu'on va utiliser pour créer notre modèle, donc à ce niveau-là, pour créer notre modèle d'apprentissage, on va utiliser la SVM. Une des algorithmes de l'apprentissage supervisé pour la classification qui est la SVM. Donc, on va passer maintenant à détailler cette méthode ou bien cet algorithme. Donc, la SVM, c'est les abréviations ici, les acronymes SVM. Donc, S, c'est en anglais. S, c'est Support Vector Machine. C'est en anglais. En français, c'est des machines à vecteurs de support. OK? Donc, pourquoi il y a la notion de vecteur de support? C'est sûr que c'est des bases mathématiques parce que l'idée ou bien le principe de la méthode SVM est basé sur des concepts mathématiques très solides et très forts. C'est pour ça que la SVM est très réussie dans les problèmes de classification. Elle est très utilisée. Donc les SVM, ou bien les machines à vecteurs de support, ou Support Vector Machine, sont des algorithmes d'apprentissage supervisés utilisés en machine learning pour résoudre des problèmes de classification et même de régression, ou bien la détection d'anomalies. Dans le cas où bien on a un cas non classifiable. Vous voyez, donc, les domaines d'utilisation de la SVM, c'est dans la classification, la régression et la détection d'anomalies. Donc, en général, sur le plan mathématique, l'aspect mathématique, la SVM est une généralisation des classifieurs linéaires. C'est-à-dire son concept mathématique, il est basé sur un traçage ou bien une recherche linéaire, ou bien une conception linéaire. Comment? On va le voir. Donc, avant de toucher l'aspect mathématique de la méthode SVM, on va passer au domaine d'application de cet algorithme. Donc, on a vu qu'il touche la classification, la régression et la détection d'anomalies, mais on va donner des domaines réels dans le terrain, c'est-à-dire dans le terrain réel. Donc, la SVM, elle peut être utilisée dans la détection des visages. Donc, elle classifie les parties de l'image en visage et en non-visage et crée une bordure carrée autour du visage. OK? Aussi, le domaine de la catégorisation du texte et de l'hypertexte. Donc, les SVM permettent la catégorisation du texte et de l'hypertexte pour les modèles inductifs et transductifs. Ils utilisent les données de formation pour classer les documents en différentes catégories. Ils catégorisent sur la base du score généré, puis comparent avec la valeur de seuil. Il y a aussi la classification des images. L'utilisation de la SVM offre une meilleure précision de recherche pour la classification des images. Il offre une meilleure précision par rapport aux techniques de recherche traditionnelles basées sur des requêtes. Donc, elle est utilisée beaucoup dans la classification des images, bien le traitement d'images. Bien. Maintenant, je termine. Très bien. Bon, la troisième catégorie, la bioinformatique. Et la quatrième catégorie, c'est la bioinformatique. Donc, la SVM est utilisée dans la bioinformatique. Comment? Elle comprend la classification des protéines et la classification du cancer. La maladie du cancer qui est une maladie très trouvée. Donc, nous utilisons SVM pour identifier la classification des gènes des patients sur la base de gènes et d'autres problèmes biologiques. Et c'est utile parce que si on détecte un cancer, c'est-à-dire de façon prématurée, on peut le guérir c'est ce qui se passe actuellement. Donc, vous voyez l'importance des outils informatiques